Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Marie-Éloi, la présidente de Bouge ta boîte. Elle publie Les femmes sauveront-elles le monde. On verra pourquoi mixité et environnement sont liés. Dans notre débat, on parlera de la loi ZAN pour zéro artificialisation nette. Le Sénat vient de voter un assouplissement de cette loi. Plusieurs associations, dont le WWF France, alerte sur les conséquences de cette décision. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Calendar qui facilite l'évaluation locale des risques climatiques. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Marie-Éloi. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la présidente de Bouge ta boîte, de Femmes des territoires, et vous publiez ce livre, Les femmes sauveront-elles le monde? C'est aux éditions Erol. C'est quoi? C'est un manifeste en quelque sorte? C'est un appel à la mixité. Je pense qu'on voit bien en ce moment qu'on a besoin de mixité dans ce monde, on a besoin des femmes. Et en fait, ce livre, il est né du terrain. Parce que j'ai initié des centaines de cercles de femmes depuis plus de 10 ans partout en France. J'ai donc lancé les 2 plus gros réseaux féminins d'entrepreneuses dont vous venez de parler. Et du coup, j'ai échangé avec des milliers et des milliers d'entrepreneuses, de porteuses de projets, de salariés. Et en fait, j'ai fait un constat, c'est que partout, elles agissent pour le bien commun, mais qu'en parallèle, elles ne sont pas à la table des décisions. Et ça, dans tous les domaines, absolument tous les domaines, même les domaines les plus féminisés, tout en haut, on ne dépasse jamais 10 à 15% de femmes. Et en fait, cette absence de mixité à la gouvernance du monde, pour moi, constitue le plus grand bug de l'humanité, celui qui est responsable de toutes les crises que nous vivons, sociales, sociétales, environnementales, géopolitiques, économiques. Je pense qu'on le voit bien en ce moment, à quel point on a besoin de rééquilibrer le monde. On a besoin des deux, tout autant les femmes que les hommes. Et pour moi, les priorités ont dérivé depuis que la gouvernance est portée quasiment exclusivement par les hommes, depuis le néolithique en fait. Oui, effectivement, parce qu'on peut remonter très très loin en arrière. Et comment vous liez dans ce livre, dans cette démonstration, les enjeux de mixité et les enjeux de transformation environnementale et sociétale? Oui, parce qu'on pense parfois que la mixité, c'est quelque chose de secondaire, quelque chose dont on s'occupera un jour quand on aura le temps, c'est-à-dire jamais. On peut penser aussi que c'est simplement un sujet de justice et d'éthique. Ce qui en soi déjà devrait nous faire réagir. En fait, la mixité... ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas, on voit bien, ça ne bouge pas. En fait, la mixité, ça transforme tout. C'est pas juste 3 femmes en plus, ça transforme tout notre fonctionnement, notre rapport à l'argent, notre rapport au pouvoir, nos priorités, ça transforme absolument tout. C'est pour ça que c'est autant attaqué, c'est pour ça que ça dérange autant. Et on se rend compte que plus il y a de mixité, et il existe des centaines d'études aux 4 coins du monde, et c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi on ne voit pas l'évidence? Pourquoi on ne se dit pas maintenant, alors que la planète brûle, alors que la guerre est à nos portes, pourquoi on ne se dit pas, il faut absolument de la mixité? En plus, on sait comment faire. Parce que ça transforme tout. Par exemple, pour l'environnement, il y a des centaines d'études qui montrent que plus il y a de mixité, plus l'environnement est protégé. C'est pareil pour la paix. Mais ça veut dire que, là je reviens au réseau que vous avez créé en 2014, il y a le réseau Femmes de Bretagne qui devient ensuite un réseau national, Femmes des territoires. Les projets que vous accompagnez, vous dites faire le bien, c'est pas 100% des projets. Franchement, c'est 95%. Ouais. Elles font toutes différemment. Il y a toujours un objectif social ou environnemental derrière? En fait, l'entrepreneuriat des femmes, c'est de la reconversion. C'est une recherche de sens, c'est autour de 42 ans. C'est une recherche de sens, de liberté. C'est aussi ras-le-bol du plafond de verre dans les grandes organisations. C'est pour ça que si elles ne se transforment pas, les femmes partent. Elles partent et elles créent leur propre entreprise. C'est l'envie de travailler en synergie avec des partenaires de confiance et effectivement de faire différemment. Donc, ça va être avoir de l'impact social, sociétal, environnementale, avoir plus d'éthique, de transparence. C'est pas forcément formulé, c'est pas forcément formalisé. Parfois, elles ne s'en rendent même pas compte. Mais quand on les fait travailler sur l'impact, je vous assure que toutes, elles font les choses différemment. Par exemple, l'autre jour, j'étais dans une petite ville, la fleuriste, elle me dit « Mais moi, j'ai pas d'impact ». Elle a quitté son grand groupe pour créer un magasin de fleurs locales et de saison. La décoratrice à côté, elle faisait du sans plastique. Celle qui avait une imprimerie, elle faisait avec des encres végétales. Et toutes, je vous assure, et ça fait plus de 10 ans que je les rencontre, toutes, il y a quelque chose comme ça. Les hommes aussi. Mais
massivement, les femmes le font davantage. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en lien avec le care, avec les plus jeunes, les plus malades, les plus vulnérables, les plus âgés. Donc elles voient le lien avec un environnement sain ou dégradé. Elles sont aussi responsables dans le monde entier, hein, d'ailleurs, de l'alimentation et de l'eau potable. Donc elles agissent, elles protègent, elles préservent. Donc ça, c'est massif chez les femmes. Et en parallèle, elles sont absentes de la table des décisions. Oui, effectivement, parce que alors, dans le livre, vous inversez les chiffres. Ouais, j'adore faire ça. Mais oui, parce que d'un seul coup, ça nous claque au visage, hein, et à nous, masculins. Hein, 89% des chefs d'État sont des femmes, 94% des patrons, des directeurs généraux des plus grandes entreprises sont des femmes. Je ne peux pas faire toute la liste. Hein, 92% des maires des 300 plus grandes villes sont des femmes, etc. 94% des prix Nobel sont des femmes, etc. etc. Bon, ça serait... ça serait l'inverse. Ça serait, non mais vous voyez ce que je veux dire ? Si c'était ça, je pense qu'il y aurait une révolution masculine. Mais quoi. Immédiatement, et des femmes aussi. Personne n'accepterait l'inverse. Personne. Et nous, en fait, on s'est habitué à ce statu quo. On trouve ça tout à fait normal que les femmes soient absentes partout. Les dirigeants de banque, c'est 98% d'hommes ou de femmes si on inverse. Et en fait, c'est normal que le monde dérive s'il se prive de la moitié de l'intelligence collective, de l'expertise, des expériences de vie. C'est normal que les priorités dérivent. C'est normal qu'on n'ait plus notre bon sens. Il est urgent de rééquilibrer. Et alors, comment on fait ? Alors, c'est quoi la solution pour vous ? On sait comment faire. Ça passe par l'égalité économique. On a l'impression que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un statu quo, comme je disais tout à l'heure, et que les discriminations sont incompressibles. Mais pas du tout. Les premières sociétés ici en Europe, elles étaient égalitaires. Les pays ont su évoluer, se transformer. Par exemple, l'Islande, avant de venir aux solutions, l'Islande, en 1975, c'était 4% de femmes députées. Donc, c'était vraiment pas un pays égalitaire. Et en une journée, les femmes sont descendues dans la rue. Elles ont tout arrêté. Elles ont arrêté de travailler, de s'occuper des enfants, de tout le monde. Ça a été radical. Quelques mois après, une loi pour l'égalité a été votée. 5 ans après, a été élue la première femme chef d'État au monde. Et aujourd'hui, l'Islande, donc 50 ans après, reste le pays le plus égalitaire au monde. Parce qu'il y a eu une succession de lois. Et en fait, on sait par où passer, c'est par l'égalité économique. Mais alors, l'égalité économique, c'est quoi ? C'est des quotas, c'est des lois, c'est des règlements, c'est attention, j'ai le bâton à la main, c'est quoi ? Alors déjà, le bon sens devrait nous dire on met de la mixité tout de suite, on est d'accord. Voilà. Sauf que ça marche pas. Donc il faut la boîte à outils. La boîte à outils, c'est effectivement les quotas. Qu'on soit pour ou contre, c'est efficace, ça marche. Et ça marche en politique, ça marche en économie, ça marche dans la petite ville en Inde, ça marche dans nos grandes entreprises, ça marche partout. Les quotas. Le congé deuxième parent. Parce que le congé deuxième parent, à partir du moment où on l'instaure, un vrai, pas un stage d'observation comme c'est le cas aujourd'hui. Dans les pays du Nord, ils l'ont fait, ça transforme tout. Ça devient aussi casse-pied de recruter ou de promouvoir une femme qu'un homme. Et du coup, on est obligé de transformer les organisations. Et au sein de la sphère domestique et parentale, ça transforme pas mal de choses aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'écart de charge sur les enfants, par exemple, je l'ai calculé, sur une vie active, c'est 12 ans d'écart. C'est 12 ans de carrière en moins pour les femmes, 12 ans de loisirs en moins, 12 ans de ce qu'elles veulent faire en moins, et 12 ans d'expérience de vie sur le care en moins pour les hommes. C'est un sacré déséquilibre. Congé deuxième parent, ça rétablit ça. Et alors, un vrai congé deuxième parent, c'est quoi ? C'est comme dans les pays du Nord. C'est combien de mois ? Après ça, c'est un consensus à obtenir, ça se travaille, c'est un vrai changement de mentalité. Mais on se rend compte que quand il y a une partie qui est prise uniquement par la mère, une partie qui est prise uniquement par le père, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement aidant, mais il est co-responsable. Il est vraiment en charge de la sphère domestique et donc des enfants. Et les enfants, ils gagnent. Les pères aussi, ils ont envie de ça, les jeunes pères. Et quand il y a un tronc commun, là, on sait que ça change complètement les mentalités et les organisations. Donc ça, c'est un outil sacrément efficace. Donc, les quotas, le congé parental, quoi d'autre ? Alors, il y a un outil génial qui a un nom barbare qui s'appelle l'égaconditionnalité. Il suffit de rajouter dans les contrats publics, donc tout ce qui est subvention, prêt, etc., tout l'argent public. À chaque fois qu'on prête ou qu'on subventionne une organisation, quelle qu'elle soit, on rajoute une ligne en disant c'est octroyé, mais en parallèle, il faut qu'il y ait un plan avec des objectifs chiffrés pour aller vers l'égalité. On ne demande pas l'égalité immédiate, on sait bien que ce n'est pas possible, mais par contre, si on s'y met maintenant, dans 10 ans, on est capable d'y arriver. Dans 10 ans, avec des objectifs chiffrés et des moyens, on est capable d'y arriver. C'est un engagement, mais aussi des objectifs chiffrés. C'est pas juste on va faire mieux. Quand on travaille dans le domaine commercial, on se donne des objectifs. Avec le risque de perdre cet argent public si on n'a pas tenu les objectifs 5 ans après, c'est ça. Ou même avant.
Là, c'est hyper efficace, ça coûte rien à l'État. Et même, ça peut lui rapporter gros. Ça peut rapporter gros à l'État, et ça, c'est hyper efficace. Pourquoi c'est pas utilisé ? Et pourquoi ? Parce que je vous entendais parler de l'exemple de l'Islande, hein, c'est ça. En France aussi, maintenant, il y a une parité. Il n'y a pas 50% de députés donc 37%, femmes, on est derrière la Jamaïque. Hein. Voilà, mais bon, il y a un progrès. On est derrière la Jamaïque. Non, il y a eu une régression aux dernières élections. Non, on n'est pas bon. Et en fait, on se rend compte que la mixité, c'est pas 15-20% de femmes. Ça change rien. Parce que du coup, on est obligé, nous les femmes, on est en infériorité, en minorité. Mais dans un groupe où les hommes sont en minorité, c'est la même chose, en fait. La mixité, ça fonctionne quand c'est la parité ou pas loin, en fait. Et c'est là où il y a toute l'alchimie qui se fait, et là où les codes se transforment vraiment. Donc, on peut pas se dire, ah oui, on est content, on a 20% de femmes. Ben non, ça suffit pas. C'est pas ça la mixité, c'est pas ça la vie. Hein. Merci beaucoup Marie-Éloi. Votre livre « Les femmes sauveront-elles le monde » est donc publié aux éditions Erol. On passe à notre débat, le zéro artificialisation nette en question. ZAN pour zéro artificialisation nette. Voilà le thème de notre débat avec Guilain Cambier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes sénateur, Union centriste, auteur de la proposition de loi Trace. Jean Burkhardt, bonjour. Bonjour. Responsable plaidoyer France chez WWF. Trace pour trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux. Proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat en première lecture, c'était en mars dernier, le 18 mars. Pourquoi vous avez porté cette réforme ? Tout est dans le titre en fait. Pour poser une trajectoire, parce qu'on garde l'objectif en effet de modération et de la consommation foncière, mais on le fait dans un dialogue le plus large possible et avec les élus, avec les acteurs de terrain, et non pas imposé du centre vers les périphéries, mais porté avec ceux qui ont les projets, qui savent s'adapter, qui savent différencier selon les endroits. On va rappeler quel était l'objectif, hein, c'est-à-dire d'arriver au zéro artificialisation nette en 2050, hein, et puis il y avait un rendez-vous intermédiaire en 2030-31 qui était de réduire de 50% par rapport à la décennie précédente. C'est trop vite ça, 2030 ? C'est trop rapide, ça ne fonctionne pas tout simplement et ça a bloqué les territoires, ce qui fait que l'objectif final, que tout le monde partage, qui est louable, on n'arrive pas à le transcrire parce que tout simplement il est fait à la hache. Il est fait avec un tableur Excel et il n'est pas fait en fonction des différenciations. On ne vit pas de la même manière, il n'y a pas les mêmes projets, qu'on soit dans les Hauts-de-France ou qu'on soit sur le littoral, qu'on soit dans le Massif central ou dans l'Est. Jean Burkhardt, vous faites avec WWF partie des associations qui ont alerté sur les risques inhérents à cette proposition de loi Trace. Pourquoi ça vous inquiète ? Il y a beaucoup de choses qui sont très vraies dans ce que dit le sénateur Cambier, notamment sur le fait que le ZAN a été, en quelque sorte, est tombé du ciel et s'est vu imposer aux élus locaux sans concertation. Après, nous, ce qu'on regrette évidemment dans la proposition de loi Trace, c'est le fait qu'on décale les objectifs. Donc, ça veut dire qu'on va donner plus de souffle à l'artificialisation, alors qu'on sait que la France est un des pays qui artificialise le plus, particulièrement depuis 40 ans, et que l'artificialisation pose des problèmes extrêmement graves pour la biodiversité, pour le climat. On l'a vu pendant les inondations, il y a ce phénomène de ruissellement qui est encouragé par l'artificialisation, donc on a besoin de le freiner. Mais est-ce que 2031, moins 50%, c'était trop rapide, ou est-ce qu'on pourrait tenir cet objectif avec une plus grande concertation ? On peut toujours le tenir. Alors, il y a un besoin de concertation, c'est évident. Et il y a un deuxième point sur lequel on est parfaitement aligné avec le sénateur Cambier, c'est que tant qu'il n'y a pas de moyens financiers qui sont donnés aux élus locaux pour lutter contre l'artificialisation, tant qu'il est plus intéressant d'artificialiser que de densifier, on n'y arrivera pas. Et on peut fixer un objectif à 2031, à 2034, à 2050. On ne tiendra aucun objectif si derrière, il n'y a pas des moyens financiers qui sont mis au service de la lutte contre l'artificialisation. Et là-dessus, ça c'est un point extrêmement important sur lequel on espère travailler avec le Sénat, avec l'Assemblée, avec le gouvernement pour la prochaine loi de finances. C'est quand est-ce qu'on va mettre des moyens pour que les élus locaux puissent lutter contre l'artificialisation. Alors ça pose la question de la fiscalité, évidemment. On va ouvrir un chapitre fiscalité. Mais sur la concertation, je veux bien vous entendre là-dessus. Cette loi, quand elle est votée, il n'y a pas un système de concertation prévu avec les élus ? Non, il n'y a pas de système de concertation prévu. Les conférences régionales qui ont été mises en place sont limitées et ne concernent que quelques élus, ce qui fait que beaucoup de collectivités se sont senties exclues et ont vu arriver sur leur territoire une norme comptable
qui s'imposaient à eux en dépit de ce pourquoi ils s'étaient engagés vis-à-vis de leurs habitants. Grosso modo, c'était un peu les technos d'un côté et les pecnos de l'autre. Et donc on avait une espèce d'opposition comme ça, un peu frontale et dogmatique, qui fait que ça a coincé l'objectif final qu'on peut partager bien volontiers. Mais si on prend les chiffres, la source c'est l'Observatoire de l'artificialisation des sols qui est piloté par le ministère de la Transition écologique, qui nous dit que, alors on a des chiffres, les derniers c'est 2022, 20 276 hectares artificialisés en 2022 contre 19 491 en 2019. Donc on est déjà sur une tendance où on artificialise plus que dans les années précédentes. Donc là, c'est un peu le signal que vous envoyez. Continuons d'artificialiser quand même. Non, en fait, avec cette proposition de loi. Ce qu'on veut appeler, c'est justement l'établissement d'une espèce de contrat entre le territoire et l'État. Les élus changent. Dans le département du Nord, par exemple, ils ont diminué leur consommation foncière par 2 dans les 10 dernières années. Sur les chiffres eux-mêmes, les chiffres de l'État, les chiffres des territoires sont très différents. Vont parfois du simple au double. Et la première mesure qu'on demande, c'est d'ailleurs qu'on se mette d'accord sur une façon de compter. Si on n'est pas d'accord sur les chiffres de départ, ça va poser un problème. En effet. Oui. Mais c'est vrai que on n'avait pas la même matrice, on n'avait pas la même façon de compter, je disais il y a quelques instants, et on n'avait pas non plus la même manière d'installer les projets. Ok, mais est-ce que vous ne refilez pas la patate chaude à la génération d'après en disant il n'y a plus d'objectifs intermédiaires? Mais les élus ne sont pas des gens irresponsables. Ils sont capables de poser une trajectoire avec leurs habitants, avec l'ensemble des forces vives. C'est dans 25 ans, 2050. Donc ils sont capables en effet de dire, parce qu'un document d'urbanisme, vous savez ce qu'on appelle les PLU, SCOT, etc., ça prend du temps, ça prend souvent une dizaine, entre 5 et 10 ans pour les établir. Justement, ils peuvent poser un vrai projet de territoire partagé et imaginer un urbanisme différent. Est-ce que c'est la fiscalité qui, aujourd'hui, facilite l'artificialisation d'une certaine façon? Il y a un chiffre très simple qui est d'ailleurs montré par le rapport du Sénat sur le sujet. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez construire une maison de plein pied, ça vous coûte 1 000 € environ au mètre carré. En revanche, si vous voulez construire un niveau supérieur, ça sera 3 000 €. Donc, de façon très simple, évidemment, ça coûte plus cher aujourd'hui de densifier que d'artificialiser. Donc, tant qu'il y aura ce signal prix qui est donné en faveur de l'artificialisation, comme je le disais, on n'arrivera pas à tenir nos objectifs, quelle que soit la bonne volonté des élus locaux, quels que soient les objectifs que fixe la loi. Donc c'est pour ça que nous, on appelle d'une part à augmenter la fiscalité pour la rendre, disons, plus cohérente avec l'objectif d'artificialisation. Un exemple simple, aujourd'hui, vous payez la taxe d'aménagement quand vous artificialisez, il y a un abattement de 50% sur les 100 premiers mètres carrés. Pourquoi un abattement de 50% sur les 100 premiers mètres carrés? Est-ce que ce n'est pas une incitation à construire au moins 100 mètres carrés? Donc, est-ce qu'on ne peut pas baisser cet abattement? Aujourd'hui, quand vous construisez une piscine de moins de 10 mètres carrés, vous ne payez pas de taxe d'aménagement. Si vous construisez une terrasse, vous ne payez pas de taxe d'aménagement. Tout ça, ce sont des signaux hérités d'une fiscalité qui a été conçue à une époque où l'artificialisation n'était pas un enjeu. Maintenant que cet enjeu est bien compris, et je pense que c'est quand même un mérite de la loi ZAN, c'est d'avoir réveillé un petit peu les consciences sur le sujet. Maintenant, on a besoin de mettre à jour notre fiscalité en fonction de ces nouveaux objectifs. Évidemment, on n'appelle pas au grand soir fiscal parce que ça prendrait pas mal de temps et ça ferait quelques crispations. En revanche, on peut dès à présent jouer sur plusieurs leviers fiscaux qui permettraient, d'après nos estimations, de lever 2 à 5 milliards d'euros pour les finances publiques, 2 à 5 milliards d'euros qui pourraient être mis au service de la naturalisation, de la densification. Est-ce que c'est la solution, la fiscalité? Alors c'est vrai qu'on a été drogué à cette fiscalité qui incitait à l'artificialisation large, parce que il fallait faire un lotissement pour avoir son école, il fallait faire un lotissement pour avoir des dotations supérieures de la part de l'État. Donc l'ensemble des élus locaux, depuis les années 50 jusqu'aux années 2000, quasiment, a fonctionné de cette manière-là. Donc c'est vrai qu'il faut changer le modèle. Pour autant, c'est pas la fiscalité seule qui va régler la totalité des situations selon les territoires. On ne réagit pas. On a parfois besoin de densifier lorsqu'on se rapproche, par exemple, des grandes villes, mais il est hors de question qu'on densifie lorsqu'on est à la campagne. On ne va pas faire des immeubles à la campagne non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on laisse un parcours résidentiel avec, en prenant en considération les différentes situations. C'est-à-dire qu'auparavant, dans les années 70, 80, on a tous voulu notre pavillon avec 1000, 500, 2000 mètres carrés
carrés de terrain. Maintenant, c'est terminé. Les gens, de toute façon, ne doivent plus s'embêter à entretenir ce terrain-là. Ils veulent un petit coin de gazon pour poser le barbecue et faire pipi au chien, de manière classique. Et donc, on peut en effet monter en densification. Mais pour autant, on ne peut pas faire le même modèle partout en France et selon l'âge de la vie. Lorsqu'on démarre dans sa vie professionnelle, qu'on a 2, 3 enfants, par exemple, il faut une maison plus large et un peu plus d'espace, mais après, passer à autre chose. Mais est-ce que c'est la maison individuelle qui est en jeu, ou est-ce que c'est l'industrialisation ou la réindustrialisation des... Enfin voilà, si on essaye de faire la part dans l'artificialisation. Il n'y a pas de procès à faire contre la maison individuelle ou contre les choix d'urbanisme ou les choix de société qui sont faits depuis des dizaines d'années. Oui, parce que c'est un peu le rêve français, hein, la maison individuelle. Bien sûr. Et on sait que finalement, si la densification, la densité par habitant a baissé, c'est aussi parce qu'on a une explosion du nombre de ménages, parce que aujourd'hui le modèle n'est plus à un couple avec enfants et qui reste toute la vie ensemble. Donc l'idée, c'est pas de faire le procès d'un modèle ou d'un autre, c'est de dire nous avons besoin de changer de modèle, de réfléchir à comment est-ce qu'on se projette dans une société où on va avoir un réchauffement climatique qui poussera jusqu'à 4-6 degrés en France et une biodiversité qui s'est complètement effondrée. Les chiffres du VVF, c'est moins 73% d'espèces sauvages qui ont disparu depuis 50 ans. Et on sait que ce n'est pas viable, que ce n'est pas soutenable. Donc nous avons besoin de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on réinvente notre modèle de société. Et alors, effectivement, je pense que le modèle de la maison individuelle pour tous, ça ne va pas être tenable. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Il y a une ministre, si je me souviens bien, qui avait dit ça, elle s'était pris un sacré retour de bâton. En plus qu'elle avait une belle maison individuelle. mais ce que disait le sénateur était très juste, c'est que en fonction des périodes de la vie, on n'a pas les mêmes besoins. Et avoir une maison individuelle, c'est pas une maison individuelle pour toute la vie. Il y a des moments dans lesquels on va être, pourquoi pas en colocation quand vous êtes étudiant, en maison individuelle quand vous êtes un jeune ménage, puis en immeuble, etc. Est-ce que c'est l'essor économique de certaines villes qui est en jeu? On est à l'aube où on a même commencé un certain nombre de transitions. On a besoin parfois d'espace pour faire notre décarbonation, par exemple. Je pense aux centrales nucléaires, c'est, on va dire, l'objet ou le symbole le plus limpide. On a des endroits où il y a des friches, où on aimerait bien récupérer ces friches, mais qui ne sont pas bien situées au niveau national, tout simplement parce qu'elles sont l'héritage d'une histoire économique différente. Elles sont parfois dans l'Est, etc., en grande partie, alors que maintenant le développement est littoralisé. Ça veut dire qu'il faut qu'on pense en effet un développement différent, plus harmonieux. Et quand je dis harmonieux, c'est-à-dire non seulement harmonieux en termes de fiscalité, de respect des enjeux environnementaux, mais en même temps harmonieux avec l'ensemble du territoire, parce qu'on doit faire de l'aménagement. Mais est-ce que la loi, pardon de vous interrompre, Zan, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle empêche vraiment l'essor économique de certaines villes? Oui. Ah oui, je suis très clair, très court. Oui, c'est-à-dire que vous avez certains endroits... Alors, parfois, les élus arrivent à trouver, parce qu'ils ont la ressource foncière, à d'autres endroits. Et c'est souvent plus dans la ruralité, parce qu'ils n'ont pas les friches, parce qu'ils n'ont pas l'espace consommé, etc., où ils ont du mal à pouvoir tout simplement se projeter, parce que la loi telle qu'elle existe interdit la consommation finale de foncier. Un mot là-dessus pour conclure. Je ne suis pas d'accord du tout, puisque la loi ZAN aujourd'hui n'est pas appliquée. Le gouvernement a lui-même pris une circulaire qui est complètement illégale pour dire aux préfets qu'ils avaient le droit de déroger à la loi qui a été votée par le Parlement, ce qui pose de graves questions en termes de légistique, mais peu importe. Donc la loi ZAN aujourd'hui n'est pas appliquée. En revanche, elle a été, c'est vrai, comme on le disait, un réveil pour tout le monde, et je pense qu'il faut capitaliser quand même sur ce réveil, parce que l'artificialisation est un problème et on a besoin de l'attaquer. Bon, on a entendu vos arguments à l'un et à l'autre. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Camille Guédamour, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du développement commercial de Calendar, entreprise qui a été créée en 2019 par Thibault Lacombe. C'est quoi Calendar? C'est quoi l'idée? Calendar, c'est une start-up qui est spécialisée dans le développement d'outils pour anticiper les impacts du changement climatique. D'accord. On accompagne les territoires, les collectivités, les entreprises et les particuliers pour avoir une vision du climat futur et pour pouvoir s'adapter le plus rapidement possible. Alors, comment ça marche? Si 6 ans après la création, on en est tout du développement, comment ça marche, Calendar? Alors, faut savoir qu'il y a eu le Covid entre-temps, donc ça a un peu ralenti le début de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a monté une plateforme SaaS qui est à destination des industriels, qui s'appelle Climate Vision. Donc c'est un site web sur lequel vous pouvez vous rendre pour générer automatiquement des rapports de risque pour avoir cette vision-là du climat futur.
Comment vous donnez ce service vous vous basez sur quelles données pour aboutir à cette vision du risque futur? Alors, c'est toute la complexité de notre offre et du processus. On repart des projections climatiques brutes, des laboratoires ou des centres de recherche. Donc déjà, il y a un premier travail de collecte de données. Ensuite, on va retraiter cette donnée-là. Donc, on va faire une descente d'échelle statistique, une correction de biais. Et on va créer des indicateurs qui parlent à ces industriels, à ces entreprises, à ces TPE, PME, pour que la donnée climatique soit compréhensible de tous et soit actionnable, qu'on puisse prendre des décisions avec ces données-là. Imaginons, je suis chef d'entreprise, j'utilise Climate Vision. Je rentre quoi? Simplement ma localisation? Et ça suffit? Exactement. C'est aussi simple que ça? Voilà, c'est ça. Vous voulez construire une nouvelle usine en bord de mer. Vous vous demandez s'il faut surélever l'usine pour ne pas qu'elle soit submergée par la mer ou vous voulez paramétrer votre système d'évacuation des eaux. Vous vous rendez sur Climate Vision, vous rentrez votre adresse et vous avez cette analyse de risque-là pour différents aléas climatiques. Qui sont vos clients aujourd'hui? D'abord des entreprises? Oui. Alors, on a quand même une partie pour les privés, pour les particuliers, avec des applications qui sont gratuites, mais ce n'est pas ça ce qui fait notre modèle d'affaires. Aujourd'hui, nos clients principaux, ça va être les énergéticiens, tout ce qui est production, exploitation et système de distribution, et les industriels qui ont de grandes infrastructures. Donc, toutes les entreprises qui ont des usines ou autres. Donc, c'est plutôt utile pour les industriels, si je comprends bien? Alors, Climate Vision, oui, c'est utile pour les industriels, mais on a d'autres outils, d'autres solutions pour les TPE, PME, où là, on va condenser l'information et la rendre plus compréhensible et moins technique. Et les collectivités locales, elles s'adressent à vous ou pas encore? Pas encore. C'est un gros sujet, mais on va dire que nous, on s'est vraiment spécialisé dans la partie industrielle et pas dans la partie territoire et collectivité, bien qu'on pourrait complètement faire des études pour leurs besoins. Et sur la partie immobilière, est-ce qu'il y a des promoteurs immobiliers ou même des citoyens propriétaires ou futurs propriétaires qui utilisent Calendar? Oui. Alors, il y a beaucoup de particuliers qui utilisent nos applications lorsqu'ils achètent une maison, par exemple, ou donc pour l'achat de maison, d'une maison principale ou d'une maison secondaire, pour savoir s'ils vont pouvoir la transmettre à leurs enfants, tout simplement. Nous, on fait des études qui vont jusqu'à 2050, 2080, 2100. Donc, c'est vrai qu'il y a une question de transmission d'un bien. Et pour les gestionnaires immobiliers, ça se fait beaucoup aux États-Unis. C'est en train d'arriver en France et c'est un sujet qui est en train de naître. Oui, avec un peu de déni quand même. En 2022, vous vous révéliez dans une étude que 15 000 transactions immobilières conclues entre 2016 et 2021 portaient sur des biens qui deviendront inondables en 2050. Quand on achète une maison, en général, on se projette pour longtemps. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui commence ou pas encore? Est-ce qu'on est encore dans le déni, notamment sur la valeur de ces biens? Il y a une prise de conscience. De la part des particuliers. Par exemple, on a touché 230 000 personnes en 2024, ce qui est énorme rien qu'en France. Mais c'est vrai qu'avoir cette information-là, c'est très compliqué parce que personne ne vous la donne. Et c'est pour ça qu'on a créé ces applications qui sont gratuites et qui sont en ligne pour que tous les particuliers et tous les individus puissent avoir cette information et prendre des décisions éclairées. Merci beaucoup Camille Guédamour. Bon vent à Calendar. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billat, Alexis Mathieu et Juliette Milierina en charge de la programmation et de la production de cette émission. La réalisatrice du jour, Alice Pitavi, et l'ingénieur du son, Thibaut Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain. Salut, belle journée.